Bonsoir à tous. Émilie, je vais ouvrir le webinaire. Donc, tu peux rallumer ta caméra et ton micro si tu le souhaites. Bienvenue à vous pour ce 4e webinaire consacré à la santé environnementale et à la périnatalité. Je suis Gaëlle Violet, je suis responsable de projet prévention promotion santé à la Mutualité française Pays de la Loire. Et donc, nous accompagnons des projets en santé environnementale avec le soutien de l'ARS Pays de la Loire. Et cette série de webinaires, donc le 4e aujourd'hui, a été conçue à destination des professionnels de la périnatalité et de la petite enfance, donc sages-femmes, puéricultrices, médecins, auxiliaires, éducatrices de jeunes enfants. Vous étiez 117 inscrits, vous êtes là une quarantaine à nous avoir rejoints. Avant de passer la parole à Émilie, je souhaite remercier l'ARS Pays de la Loire qui nous soutient dans ce projet. Marion Revolon aussi, qu'on ne voit pas, mais qui m'accompagne sur le projet et qui est en soutien technique aussi sur chaque webinaire. Comment ça va se dérouler d'un point de vue technique? Vous pourrez poser vos questions dans l'onglet questions et réponses plutôt que dans discussion. Ça sera plus facile pour nous de nous y retrouver. Donc, je me ferai le porte-parole de vos questions auprès d'Émilie. Et donc, aujourd'hui, le sujet qui nous réunit, c'est un sujet très vaste, puisque l'intitulé, c'est alimentation et contenants alimentaires. Donc, sur cette série de webinaires, on traite de la question de la pollution de nos environnements et les différentes voies de contamination. Et sur l'alimentation, je n'ai pas souhaité limiter simplement à la question justement de ces pollutions, mais bien d'élargir plus globalement à l'équilibre alimentaire. Et vous verrez aussi qu'Émilie apporte des notions et des concepts assez nouveaux. Donc, je remercie vraiment Émilie, qui est, je l'ai pas présentée, mais elle se présentera un peu plus, qui est responsable pédagogique à WECF France. Certains d'entre vous connaissent sûrement cette association, puisque moi, j'ai été formée par WECF, notamment à l'animation d'ateliers nesting, et plusieurs professionnels en région sont formés ou en cours de formation. Donc, c'est un sujet vaste, ambitieux, et je remercie sincèrement Émilie d'avoir bien voulu relever ce défi. Et bien, Émilie, je te passe tout de suite la parole pour te présenter un petit peu plus et le contenu de ton intervention, sachant qu'Émilie proposait de prendre des questions à chaque fin de ces parties. Il y aura 3 parties. Eh bien, merci beaucoup Gaëlle pour cette introduction. En effet, c'était un sacré défi à relever d'aborder cette thématique vaste et riche qui est l'alimentation sous l'angle écotoxicologique avec effectivement toutes les substances qui peuvent se retrouver dedans et puis élargir un peu le sujet à une vision un peu plus durable et holistique en fait de l'alimentation. Alors là, pour tout de suite, je voudrais d'abord partager mon écran avec vous toutes et tous. Donc, je me mets en mode projection d'un côté et je vais essayer de vous retrouver parallèlement. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Alors, je vous demande juste 2-3 petites minutes pour réussir à résoudre le démarrage, toujours un petit peu compliqué. Voilà. Donc maintenant. On est ensemble normalement jusqu'à 19h30. Peut-être que s'il y a des questions, Émilie nous raccordera 5 minutes, 10 minutes de dépassement. Je ne sais pas si c'est possible. Ouais, il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Et pour les personnes qui se posent la question, le webinaire sera en replay sur notre site, accompagné d'un dossier comme les précédents. Pour rappel, il y a eu un webinaire sur la qualité de l'air intérieur, sur les cosmétiques et sur les perturbateurs endocriniens.
Donc, Ça parfait, y est, c'est Émilie. bon? Vous voyez C'est bon. ma belle présentation mutualité française? Super. Alors écoutez, ouais, on va voir ensemble pour l'organisation effectivement et les temps d'échange parce que je crois que c'est quand même très important. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Émilie, je suis responsable pédagogique santé-environnement depuis une dizaine d'années. Je travaille avec l'ONG WECF et plus particulièrement donc, dans le pôle produits chimiques et santé à destination du grand public. Donc je fais la navette entre le travail de plaidoyer de ma collègue Elisabeth Ruffinengo, le comité d'experts, les différents partenaires associatifs, institutionnels avec lesquels on travaille pour essayer de proposer une information démocratisée sur ces problématiques d'exposition aux polluants, notamment de l'environnement intérieur. Voilà, je coordonne donc un réseau, un vaste réseau qui s'appelle le réseau Nesting, dont fait partie Gaëlle d'ailleurs, donc qui sont des personnes, soit des professionnels de santé, des professionnels de l'éducation et de la promotion de la santé, des indépendants également, et des indépendantes, qui travaillent donc à animer des ateliers de sensibilisation dans toute la France. Donc on a 350, plus de 350 personnes aujourd'hui dans ce réseau, certaines très actives, d'autres moins, mais qui en tout cas ont à cœur de transmettre cette façon de voir, d'aborder nos habitudes, nos choix quotidiens et nos modes de consommation au regard de cette recherche de limitation de l'exposition aux polluants de notre environnement. Donc je travaille au sein d'une ONG qui s'appelle WECF, et qui est partenaire officiel du programme des Nations unies pour l'environnement. Donc il y a un statut consultatif au Conseil économique et social des Nations unies, qui est membre européen, donc du comité européen de l'OMS sur santé et environnement, et qui est aussi impliqué sur le groupe majeur femmes, donc dans les processus post-2015, donc tout ce qui va être lié à la défense en fait du genre et des droits humains. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur cette ONG, mais en tout cas, son objectif est vraiment de construire un monde sain, durable et équitable pour notre avenir. Voilà, donc j'essaie de hop, avancer un petit peu. Donc là, nous avons effectivement à peu près 45 minutes devant nous, ce qui va être très court vu l'ampleur du sujet pour chercher tout ce qu'on peut faire pour limiter les substances préoccupantes dans notre alimentation. Bien nous nourrir. Pourquoi? Pour une meilleure santé évidemment, puisqu'on est tous d'accord maintenant sur le lien fort entre notre alimentation et notre santé, mais aussi pour un environnement respecté, qui lui aussi fait partie des conditions sine qua non de notre bonne santé. Et puis, sans oublier quelque chose de très important, à mon avis, c'est le plaisir en fait de bien manger. Nous sommes en France, c'est une activité très, très prisée de cette population et de cette culture. Donc je pense que c'est vraiment un facteur clé pour pouvoir conjuguer santé, alimentation et environnement. C'est avant tout penser à se faire plaisir. Voilà. Donc là, pendant les minutes qui viennent, je vais pas mal m'appuyer sur des documents qui ont été conçus par WECF. Donc j'ai toujours été pilote ou copilote de la création de ces supports, qui s'appuient sur l'expérience de ce réseau de professionnels de périnatalité et d'éducation à la santé, et qui reflètent vraiment les questionnements qui ont pu remonter pendant ces ateliers. Qui sont, je le rappelle, des ateliers vraiment très pratiques, où on travaille sur les représentations de ce que sont les possibles polluants de notre environnement, mais aussi sur toutes les façons de les éviter et toutes les alternatives qu'on peut trouver, et qui restent des alternatives en général efficaces, écologiques et économiques. Donc tout ça pour vous dire que vous allez voir des petits morceaux en fait, hein, de ces fiches comme support à mon discours, mais vous pourrez évidemment les retrouver sur le site de WCF. Gaëlle vous fera certainement part de tout ça, et vous avez les références de pas mal d'éléments en fin de présentation. Voilà.
Donc, très rapidement, pour que vous ayez une idée des thématiques phares en fait, qu'on va aborder, et surtout le fait de me presser si jamais je prends trop de temps, de me rappeler quelle heure il est pour pouvoir avancer. Donc, une petite introduction, parce que j'avais envie vraiment de vous parler de 2 concepts qui, pour moi, sont assez clés à l'époque que nous vivons aujourd'hui, dans ce rapport à l'alimentation. Une partie 1 donc qui va concerner vraiment les tout ce qu'on peut faire pour essayer de limiter, ces migrations, de substances vers l'aliment, hein, vers ce que nous mangeons. Une partie 2 qui se resserrera, quelques minutes sur, l'aspect, justement, quelle alimentation pour les femmes enceintes, les précautions à prendre quand on est enceinte ou qu'on allaite. Il y aura aussi quelques petits points de focus sur l'alimentation infantile, si besoin, on pourra aller plus loin avec les questions. Et puis une partie 3 qui est importante pour nous puisqu'on travaille depuis quelque temps sur, cette vision d'une alimentation durable, donc une alimentation vraiment respectueuse des systèmes alimentaires qui puisse, favoriser vraiment tous les aspects, que recoupe, l'alimentation, et qui, vous permettra d'avoir une petite formule magique en fait pour associer, alimentation, santé, environnement et durabilité. Voilà. Donc pour cette introduction, oui, ce qu'on s'était dit avec Gaëlle, peut-être on pouvait se faire un petit point d'étape, à la fin de chaque partie, pour savoir si ça va pour vous, si vous avez des questions ou besoin de ou des contradictions parce que moi je ne suis pas une scientifique, hein, donc évidemment, vous pouvez avoir des apports, très intéressants, pour compléter ou amener, une autre vision sur une question qui aura été abordée, n'hésitez pas. Voilà. Donc les concepts, dont je voulais vous parler, sont les suivants. Donc il s'agit de sécurité alimentaire pour, le premier et d'alimentation durable pour le second, en sachant que, le second, permettra probablement, dans notre avenir proche et plus lointain de, heu, justement, sécuriser, notre alimentation. Pour démarrer, je voulais juste revenir très rapidement sur les 4 dimensions, de la sécurité alimentaire, telle que l'a définie, la FAO, donc l'Organisation, des Nations unies pour l'alimentation. Sur donc ces quatre aspects, très très importants de cette notion de sécurité alimentaire, que sont la disponibilité physique des aliments, l'accès économique et physique des aliments, l'utilisation des aliments, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir, les utiliser, les métaboliser, et les intégrer, pour notre, fonctionnement, et puis la stabilité, des, 3 autres dimensions dans le temps. Donc il est question de temps ici. En effet, c'est l'élément clé qui va permettre à la fois, la réalité et le ressenti de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que, quand il y a une stabilité dans le temps, sur la disponibilité, l'accès et l'utilisation des aliments, on peut vraiment parler de sécurité alimentaire, en sachant que c'est un équilibre relativement fragile. On le voit aujourd'hui, à maintes reprises dans le monde, y compris dans nos pays développés et en France, tout récemment. Il suffit d'un événement climatique, sanitaire, politique pour rompre cette stabilité et pouvoir, parfois mettre un petit peu en péril, cette notion de sécurité alimentaire. Les petits carrés que vous voyez en dessous sont des représentants des objectifs de développement durable qui font partie de l'agenda 2030 de l'ONU, qui a été, établi, il y a quelques années pour, avec en perspective, la réalisation de ces objectifs et en particulier, la réduction de la pauvreté et la fin de la faim, hein, donc ce qu'il appelle faim zéro et qui ouvre évidemment sur, des notions de santé, mais aussi une grande implication dans la lutte contre les changements climatiques. Donc tout ça pour dire que l'alimentation, elle est vraiment au cœur d'un système et que c'est un levier puissant également pour tout ce qui va être lutte, contre les dérèglements climatiques auxquels on va devoir faire face au-delà des crises sanitaires qu'on rencontre aujourd'hui et qui sont liées bien entendu. Très rapidement, les acteurs de la réglementation, donc aussi pour souligner, l'aspect extrêmement transverse de la thématique alimentation,
et de la qualité de l'alimentation. Donc, l'implication des différentes, institutions, autour de la sécurisation de cette alimentation. Donc, on le voit là avec les éléments qui sont en rouge. Plusieurs ministères sont impliqués, à la fois le ministère de l'Agriculture, mais aussi le ministère de l'Économie, puisque c'est lui qui a, la tutelle de la DGCCRF, donc ce super acronyme qu'on adore. Donc la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui est extrêmement impliquée dans les histoires de sécurité sanitaire et de contrôle sanitaire. Et aussi la Direction générale de la santé qui dépend du ministère des Solidarités et de la Santé et auxquelles sont rattachées également les agences régionales de santé qui sont, je crois, assez présentes sur ce webinaire et sur ces programmes, et qui garantissent également, la mise en œuvre des lois et des politiques de santé, dans les régions. Au niveau européen, donc on a ce qu'on appelle le paquet hygiène, donc qui date de 2006 et qui est donc à harmoniser, uniformiser, la réglementation, au niveau européen. Donc, à partir de 6 textes de loi, qui réglementent cette sécurité sanitaire des aliments en Europe. À l'échelon encore plus macro, donc on revient à l'histoire de la FAO, donc, l'agence, de l'ONU, pour l'alimentation et l'agriculture, qui traite toutes ces questions à l'échelon, international. Pour ce qui est de la réglementation, encore, quelques petites choses sur les termes, en fait, hein, et les procédures, enfin, en tout cas, les éléments, de contexte sur la réglementation. Donc, qu'est-ce que concerne en fait cette réglementation? Elle concerne l'hygiène, les procédures, donc vraiment de la production, à la consommation, la qualité, des aliments, sanitaires, mais aussi nutritionnels, la traçabilité, l'étiquetage. Donc ça, c'est les éléments, généraux et puis on peut retrouver aussi quelques notions réglementaires que sont la limite maximale de résidus. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver, comme résidu potentiel d'un traitement quelconque, au cours de sa, production et de sa transformation, pour l'aliment. La dose journalière admissible, donc ce qui va être autorisé, les seuils en fait qui sont permis, aux producteurs et aux fabricants pour, les voilà les éléments qui seraient plutôt nocifs, jusqu'à quel, degré on peut, les accepter ou pas. Tout ce qui va concerner les allégations nutritionnelles et de santé qui sont extrêmement réglementées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi sur un aliment. La notion d'additif alimentaire qui est très, très importante parce que c'est, un des facteurs, aussi qui va nous permettre d'évaluer, la qualité, et la durabilité, à l'échelon, sanitaire et environnemental d'un aliment. La date limite de consommation, ça c'est quelque chose que tout le monde connaît, qu'on voit sur nos produits, industriels quand on les achète et aussi la DDM, donc qui est, apparemment la nouvelle version de la DLUO, donc ce qui était la date limite d'utilisation optimale est devenue la date de durabilité minimale et qui donc peut permettre de consommer certains aliments même au-delà, parfois de ces dates limites dans la mesure du raisonnable. Voilà. Petit focus rapide sur l'alimentation infantile. On parle de réglementation, on parle de sécurité alimentaire, donc on pense beaucoup à la sécurité pour les enfants, hein, qui ont évidemment, une consommation alimentaire, importante étant donné leur croissance et il s'avère que bon, c'est un aspect un petit peu rassurant quand même du sujet. L'alimentation infantile est extrêmement contrôlée. Elle est certainement beaucoup plus sévère sur certains aspects que, l'alimentation générale, notamment sur, justement ces seuils, hein, ces fameuses limites aussi, de résidus, par exemple, de pesticides qui peut être jusqu'à 500 fois plus strict. Mais aussi, une autorisation pour le nombre d'additifs qui est extrêmement limité. Beaucoup moins d'additifs sont autorisés pour l'alimentation infantile et puis, des interdictions, hein, totales, par exemple sur les conservateurs, certains colorants et arômes artificiels. Et puis également une vigilance relativement accrue sur les réseaux de métaux lourds, les migrations de phtalates qui, elles, peuvent venir parfois de l'emballage. Donc il y a une vigilance, particulière sur ces points, concernant l'alimentation, infantile, au niveau européen également. Donc là, depuis par exemple, hein, c'est un exemple en passant, mais on parle beaucoup du dioxyde de titane, notamment sous sa forme nano qui pourrait être, enfin qui c'est pas qu'elle pourrait, c'est qu'elle est présente, dans certains aliments et donc est interdite, en tout cas cette autorisation a été suspendue depuis janvier 2020.
On espère que ça va perdurer et se confirmer par la suite. Voilà, donc il y a des substances particulières qui sont ciblées, actuellement sur l'alimentation infantile. Donc il y a une vigilance accrue sur le dioxyde de titane et puis aussi sur une autre, substance problématique, qui est l'acrylamide, qu'on retrouve beaucoup et dont on va reparler plusieurs fois, dans cet, échange, notamment parce qu'il est beaucoup trop présent dans certains produits alimentaires, y compris des produits plutôt destinés aux petits enfants, notamment les biscuits, des choses comme ça. Heu, voilà, autre élément de sécurisation, en tout cas de repère en termes de qualité, dans les choix de consommation alimentaire, ce sont les labels que peut-être que vous connaissez, que vous voyez de temps en temps sur certains produits et qui peuvent, influencer votre choix ou au contraire le freiner. Donc je m'appuie ici d'ailleurs sur, une, infographie du CLCV, donc l'Association nationale de défense des consommateurs, et des usagers, qui avait catégorisé donc un peu, en plusieurs parties ces différents signaux en fait, hein, d'appels qui peuvent nous alerter ou nous informer. Donc, les labels officiels qui sont donc, eux en lien, et gérés, par les ministères, hein, notamment, le, ministère, de l'agriculture et de la consommation, mais aussi l'Institut national de l'origine et de la qualité, donc l'INAO, qui travaille sous la tutelle, en fait, de ce ministère de l'agriculture. Et puis, donc les labels non officiels qui sont tout en bas et qui donc eux sont gérés par des organismes indépendants, et qui pour autant, peuvent avoir, une grande valeur et un grand intérêt, pour leur engagement. Donc on a, tout en haut, donc dans les labels officiels, le label de agriculture biologique que vous connaissez sans doute et la feuille verte à côté qui est la version donc européenne de ce label. Je précise juste en passant que donc, je vous ai quand même mis, sur le côté, même si vous ne le voyez peut-être pas très bien parce que c'est un peu petit, une infographie donc de l'association Biocohérence, qui a donc pris un peu les devants par rapport aux engagements du label, AB et le label donc, de l'agriculture biologique, aussi au niveau européen, pour aller plus loin, pour être dans un engagement beaucoup plus cohérent, comme son nom l'indique, sur certaines pratiques, donc qui vont concerner, l'éthique ou au contraire, enfin pas au contraire, mais qui va également, renforcer en fait des engagements déjà présents, dans le label initial. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais pour prendre un seul exemple, il y avait des trous dans la raquette, hein, si on peut dire, dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, sur par exemple la culture, sous serre chauffée. Beh, Biocohérence, par exemple, va décréter que non, sous son label, ce sera interdit, de passer par ce genre de pratiques, culturales. Voilà. Émilie, Oui, je me permets de te dire qu'il est 54, déjà. donc voilà, ça laisse un peu moins de 10 minutes pour chacune des autres Ah oui, parties. ça fait pas beaucoup. Non, Sauf si on parle au milieu quand même. Si on parle au milieu, c'est comme si on faisait les questions, non? bien Non. sûr, bien Ah bon, sûr. d'accord. Tu me rajoutes ça à mon crédit quand même, s'il te plaît. Voilà, donc Nutri-Score, ça, je pense qu'on en a beaucoup entendu parler, avec, bah, les limites qu'on connaît sur le fait que ça ne va pas prendre en compte certaines substances, hein, qui sont, effectivement issues de tous ces passages-là et que donc ça ne résout pas toujours, toutes les questions et toutes les attentes. Bon, le cas de l'eau. Alors, je ne sais pas si, effectivement, on a peu de temps, j'aimerais peut-être, avancer davantage, mais en tous les cas, il faut savoir que l'eau du robinet, c'est quand même l'un des aliments les plus contrôlés, que ça fait l'objet de milliers et de milliers de prélèvements par an en France et d'une surveillance extrêmement, accrue des agences régionales de santé sur 60 paramètres, donc de sanitaires, de potabilité et cetera. Et que malheureusement, il est vrai aussi qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc en termes de résidus, de micropolluants, de type microplastiques ou résidus médicamenteux, c'est encore pas extrêmement, facile parce que, le consommateur, final n'a pas beaucoup de visibilité, sur les travaux en cours, quant à ces, recherches de limitation de la présence de ces micro-organismes-là.
Donc, la question se pose de toujours cette éternelle question: «Est-ce qu'il vaut mieux prendre de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille?» Est-ce que c'est la bonne question? Oui et non, parce que, effectivement, la potabilité, enfin, en tout cas, la qualité, elle est forcément potable, mais la qualité de l'eau au robinet, dans une région, peut être excellente, dans la région d'à côté, beaucoup moins bonne et encore un petit peu plus loin, va peut-être être vraiment très, très limite. Mais en tous les cas, en général, elle n'est, pas, nocive pour la santé. En tout cas, elle n'est pas censée l'être. Ça demanderait beaucoup plus de temps, on n'en a pas beaucoup, donc je vais Mais il y peut-être avait une limiter. question quand même là-dessus, donc c'est bien que tu Voilà. l'abordes. Ouais. Voilà, voilà. Donc, pour résumer sur l'histoire des microplastiques, en gros, on choisit son microplastique. C'est-à-dire que soit on choisit les microplastiques qui se retrouvent dans toutes les eaux de robinet en général, et qui sont plutôt d'origine, fibres plastiques, donc plutôt des résidus des lavages en fait, des fibres synthétiques de nos machines. Et puis dans les eaux embouteillées, on va plutôt être sur des microplastiques, plutôt liés à l'embouteillage ou à l'ouverture en fait, hein, au débouchonnage, de l'eau. Donc, dans les 2 cas, on va être confronté à ce problème-là. Faut savoir que 83 des eaux de consommation, du robinet, enfin, en gros, globalement sur la planète sont contaminées par les microplastiques. Voilà, 83, ça c'est la moyenne, générale. 94 aux États-Unis, 72 en Europe. Voilà pour les dernières, voilà des chiffres que j'ai trouvés, récemment. On voit bien qu'il y a une question d'imprégnation générale de tous nos écosystèmes et l'eau évidemment est concernée donc, malheureusement on choisit un peu son risque, mais on n'a pas de solution parfaite pour tout ça. Les pratiques à faire évoluer, c'est le fait que, bah, quand il y a des limites, très, très limites justement sur certains polluants de l'eau, une des solutions et c'est valable aussi pour tout ce qui est boue, industrielle et cetera. Quand il y a trop de produits toxiques dedans, qu'est-ce qu'on fait? On dilue. Voilà, on dilue avec d'autres boues ou d'autres nappes phréatiques, d'autres, eaux, d'autres ressources, moins polluées pour pouvoir arriver à des seuils acceptables en termes de consommation. Donc c'est vrai que c'est un vaste sujet, qui pose encore beaucoup de questions et dont on n'a pas encore fait complètement, je pense, le tour. Autre concept, l'alimentation durable. Bon, on va beaucoup s'appuyer, là-dessus par la suite. Ça, c'était juste pour vous mettre en lumière à quel point, l'alimentation, elle est au cœur vraiment des solutions pour l'avenir et elle regroupe, elle touche en fait à tous ces domaines et elle peut être extrêmement, positive en fait pour notre avenir. C'est-à-dire revoir, notre façon de nous alimenter, peut être un réel levier, pour, l'amélioration de nos environnements et pour, notre survie en général. Elle peut intégrer une alimentation dite durable, doit vraiment intégrer tous ces aspects que vous voyez dans cette petite fleur bleue, que je vous laisserai explorer, tranquillement, en dehors de notre rencontre. On va parler beaucoup aussi d'aliments ultra transformés, par la suite et donc de cet équilibre à trouver entre, consommation, d'aliments d'origine végétale et animale, par exemple, qui peuvent être aussi un gros levier en termes d'émissions de CO2 et donc de réchauffement climatique. Petit clin d'œil. Donc là, l'idée, c'est de s'occuper de ce qui se trouve dans nos aliments et qui ne devrait pas s'y trouver et bon, George Orwell ne savait vraiment pas ce qu'il attendait, concernant, la multiplication des aliments ultra transformés, très riches, en gras, en additifs, en sucre et cetera, pas très bons pour la santé. Donc les conserves dont il se méfiait à l'époque, finalement, aujourd'hui, paraissent bien gentilles par rapport à tous les autres aliments qui ont été mis sur le marché depuis. Mais bon voilà, George Orwell étant assez visionnaire, on a pas mal parlé de lui ces temps-ci, c'était assez marrant de trouver cette phrase. À toutes les étapes, de la production et de la transformation des aliments, on peut, rencontrer des problèmes de migration de substances. Donc je voulais voir avec vous, balayer rapidement de quoi on parle. On parle de substances cancérogènes, bioaccumulables, des perturbateurs endocriniens dont on entend beaucoup parler, comme les pesticides, et puis aussi des composés perfluorés, des bisphénols, l'acrylamide, des dioxydes, enfin bref, toutes ces, substances extrêmement, problématiques qui malheureusement ont, complètement envahi nos environnements, même à des doses très, très faibles. Elles sont bien présentes et assez, rémanentes. Donc là, les 3 petits dessins, bah, concentrent un peu des trois problématiques, donc avec les tout ce qui va être, des aliments à base d'amidon.
qui vont être, voilà, très riches en amidon, en gras et cetera et qui vont être grillés, chauffés très fort. Donc on est sur les frites, les biscuits, les choses, voilà, les snacks et cetera. On va avoir, des grosses concentrations, par exemple, d'une substance qui s'appelle, l'acrylamide et qui est, réglementée, qui est problématique parce qu'elle est cancérigène. Mais on peut avoir aussi des problématiques de migration depuis l'emballage, donc avec tout ce qui va être produit à base de plastique, la possibilité donc, de migration, de substances, inhérentes au plastique qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. Donc on a beaucoup, beaucoup entendu parler du bisphénol, mais aussi des phtalates et autres, résidus d'huile minérale, par exemple, dans les emballages. Pour ce qui est du gros poisson que vous voyez là, c'est un thon et on est plus sur la problématique des migrations de résidus de métaux lourds qui ont été concentrés dans les chaînes alimentaires, notamment chez les poissons, les gros poissons prédateurs qui sont beaucoup ciblés, notamment, récemment, bien ciblés dans le plan, national nutrition santé, 2019-2023 qui le mentionne, très, très clairement comme étant un point de vigilance. Même si on verra que les oméga 3 sont extrêmement, extrêmement nécessaire et que, il faudra trouver l'équilibre là-dedans. Au niveau de la production, donc on était sur les différentes étapes de la production des aliments et la production est fondamentale avec, la problématique des, possibles résidus de pesticides. Donc là, vous avez à gauche, un petit schéma que vous pourrez retrouver sur les fiches, contenants et aliments, de WCF. Concernant les légumes et fruits et légumes non bio, donc pour aller très vite, on ne va pas éplucher, c'est le cas de le dire, chaque fruit et légume qui est présent sur la slide. Juste, j'attire votre attention sur la, flèche rouge, c'est-à-dire la partie où il y a vraiment besoin d'être très vigilant. Étonnamment, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve beaucoup de fruits. Donc c'est un petit point de voilà, de détail, mais qui est enfin non, c'est pas un point de détail, c'est un moyen de vraiment de commencer à faire des priorités par rapport au fait, ben, si on peut pas tout acheter bio, il y a peut-être certains aliments qu'on va privilégier. En l'occurrence, voilà, de façon globale, générale, on peut dire que les fruits sont souvent beaucoup plus traités et les résidus sont en bien plus grande quantité que dans les légumes. Donc ça peut être intéressant, de privilégier un achat, de produits, bio ou en tout cas, garantis, voilà, avec une vigilance sur l'usage des intrants phytosanitaires sur, ces fruits. Donc je rappelle en passant que même non bio, la consommation des fruits et légumes, elle est conseillée, elle apporte un vrai plus pour la santé, elle est fondamentale donc encore une fois dans la balance bénéfice-risque, évidemment, il vaut mieux manger des légumes même s'ils ne sont pas bio que de pas en manger du tout, évidemment. Donc parmi les produits, aussi, à privilégier, les produits à base de céréales complètes, puisque là, on a toute l'enveloppe des céréales qui est concernée et qui peut être quand même relativement chargée en résidus de pesticides. Ça vaut le coup peut-être, de prendre du bio pour des céréales complètes qui, par ailleurs, apportent beaucoup de bienfaits, de fibres, d'oligo-éléments et cetera, et de minéraux et c'est surtout, voilà, à privilégier, en bio si on prend du complet, à ce niveau-là. Certains labels comme la farine label rouge, donc les pains qu'on appelle tradition, respectent aussi un cahier des charges assez strict, qui limite, beaucoup, d'additifs, donc ça peut être aussi intéressant comme alternative même si c'est pas bio. Sur l'emballage, donc on emballe, on conserve, on va utiliser des contenants alimentaires, divers et variés. Encore une fois, vous avez une flèche du vert au rouge qui vous indique, la marche à suivre. Donc évidemment, le verre va être, un matériau, très stable a priori, pas trop de risques, avec le verre encore. Verre, porcelaine, inox, on est vraiment sur des matériaux, stables et relativement, fiables et qui durent assez longtemps pour peu qu'on ne les casse pas. Donc, plutôt à privilégier. À l'autre bout, donc on passe par, certains plastiques dont vous avez le détail, sur la droite. Donc je ne sais pas du tout quel est votre, voilà, niveau d'habitude avec toutes ces indications, on pourra voir ensemble avec les questions, mais en tous les cas, voilà une indication sur, les, matériaux à favoriser quand on va emballer et conserver nos aliments, que ce soit, à la maison ou au magasin. Heu, J'avance un petit peu. Oui, vous remarquez une chose peut-être, à droite sur le petit descriptif des plastiques, pas de présence de couleur verte, c'est-à-dire qu'on
on part du principe qu'aucun plastique n'est satisfaisant, étant donné qu'ils vont tous, à terme, être susceptibles de rejeter des éléments, potentiellement des perturbateurs endocriniens, hein, comme ont pu l'être les substances dont on parlait, bisphénol, phtalate et autres joyeusetés émanant du plastique. Je fais court, hein. Cuisine et cuire, on revient sur l'idée de la possible, vigilance à avoir sur à nouveau les matériaux, hein, les matériaux des ustensiles que vous allez utiliser pour, cuisiner, donc les poêles, les cocottes et diverses casseroles. Donc attention, on va essayer de privilégier l'inox, la fonte, la porcelaine, le fer. On va faire attention dès qu'on est sur des, revêtements un petit peu plus, sophistiqués, comme peuvent l'être les fameux soi-disant poêles en céramique, qui sont pas spécialement en céramique, hein, mais aussi les poêles, dites en pierre, enfin bon, des appellations qui sont encore assez floues et dont on a peu d'informations en fait sur la composition, réelle des revêtements et surtout sur la façon dont ils ont été appliqués sur l'aluminium, de la poêle. Donc, vous verrez aussi et ça pose souvent question sur la partie, récipient en cuivre. Les, bassines en cuivre de grand-mère, très bosselées, hein, puisque le cuivre est un métal très mou, très tendre, donc il va se plisser et potentiellement laisser apparaître des petites, concentrations de vert de gris, hein, donc ce qu'on appelle l'oxyde de cuivre. C'est toxique l'oxyde de cuivre, donc attention si le récipient en cuivre est nickel, parfaitement lisse, neuf et cetera, pas vraiment de problème de contamination. En revanche, attention, méfiance avec le verre de gris. Voilà. On va limiter également, dans la mesure du possible, les revêtements antiadhésifs, de type téflon et puis l'aluminium pour, la problématique de possible petite migration d'aluminium qui, reste, un, point de vigilance pour son côté, neurotoxique, donc impliqué dans les maladies, dégénératives, cérébrales. Mode de cuisson, encore une fois, vous avez du vert au rouge, vous faites votre marché, hein, parce qu'il arrive qu'on ait envie de se faire un petit barbecue, il y a pas de problème, c'est normal, mais si on peut éviter d'en consommer trop, c'est mieux pour, toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure avec les cuissons fortes de certains aliments qui vont, produire, des substances toxiques. Donc les benzoapyrènes, les HAP, plein de trucs très, très sympas, très mauvais pour la santé. Donc, on va favoriser la cuisson vapeur, des cuissons à basse température, et toujours des matériaux le plus, sûrs possible, donc de l'inox, de la fonte, des produits très sûrs, pour ça. Donc là, il y a, dans cette partie-là, à la fois le matériau est impliqué, mais aussi le type de cuisson. Donc voilà, donc privilégier les bons matériaux et les bons modes de cuisson, c'est une façon de garantir la limitation d'une exposition à certains, polluants, à certaines substances, mauvaises pour la santé, voire très mauvaises. On attaque la partie 2 et puis, si vous avez d'autres petites questions, on pourra revenir dessus. Donc, un petit focus. Tu veux Oui? pas prendre les questions? Ah bah, si on a le temps, oui, hein, moi je file, hein. Tu m'as dit: «On est super en retard», donc j'avance, mais si on a le temps, je m'arrête. Alors, il y avait une première remarque par rapport à l'eau, pour compléter ce que tu pouvais dire. C'est aussi que les bouteilles d'eau génèrent énormément de déchets. Tout à fait. Dans la balance aussi des choix, Absolument. compte tenu que sur le risque sanitaire, on n'a pas fait le tour de la question, ça peut être un élément d'arbitrage. Complètement. Il y a une personne qui posait la question, est-ce qu'il y a des normes concernant les plastiques usés, utilisés dans les structures petite enfance, notamment les barquettes pour réchauffer voilà, j'apportais l'information complémentaire que l'usage de ces barquettes sera progressivement interdite dans les crèches 2025 et 2028 pour les plus petites communes. Mais sur les plastiques utilisés, peut-être… À ma connaissance, il n'y a pas de règles contraignantes sur le fait de renouveler les barquettes de service en plastique dans les crèches et les cantines. Je n'ai pas cette information en tout cas. En tout cas, c'est souvent du 5, du polypropylène qui est utilisé. Polypropylène qui est complètement présent dans tous nos écosystèmes. On en retrouve absolument partout. Donc oui, c'est un plastique très, très utilisé en contenant alimentaire, effectivement, et qui s'use, hein, comme tous les autres. Donc les recommandations d'usage du plastique, ce serait de ne pas les chauffer, justement. Donc là,
on est face à une incohérence totale hein, du point de vue des recommandations qui peuvent être faites par ailleurs. Donc, évidemment que le but du jeu, c'est d'arriver à substituer ces contenants en plastique par des contenants en inox, par exemple, sur des grands plats de service. Ou du verre éventuellement. Bon, ça pose plein de questions et de remises en question, mais par exemple, le passage d'un système de service à l'assiette à un système de self, même dans les petites classes, peut être une excellente alternative pour faire cette transition des barquettes réchauffées en plastique vers des plats qui seront un peu plus lourds, mais qui seront moins déplacés du fait du système de self. Voilà, je dis ça en passant. Mais c'est une façon de prendre en considération les problématiques que posent les alternatives, en fait, Oui, quand on oui, sur cherche à les troubles substituer. Voilà, musculo-squelettiques notamment. exactement. Ok, ben, sur cette partie, je ne vois pas d'autres questions. Alors, je vois quelqu'un qui a levé la main. Du coup, ça serait plutôt de poser les questions dans questions-réponses, si vous voulez que je prenne. Et sinon, il y avait une question sur les contenants en silicone. Est-ce que c'est sécure, pas sécure? La fameuse question. Le silicone pose toujours beaucoup de questions. Il est à traiter plus ou moins comme un polymère plastique habituel, sauf que il a des vertus intéressantes. Simplement, en termes de recommandations, ce qui est préconisé, c'est de faire attention à quel type, quelle qualité de silicone. C'est-à-dire que tout ce qui va être silicone très bon marché, très coloré, est à éviter. Puisque dans la fabrication des moules en silicone pour les gâteaux, par exemple, ce qui coûte très cher, en fait, c'est la cuisson du moule. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre gâteau au four dans un moule en silicone assez bas de gamme, pas de très bonne qualité, le risque, c'est que le moule lui-même va finir sa propre cuisson en même temps que votre gâteau. Et là, c'est un gros problème parce qu'en termes de migration, ça va être problématique. La migration problématique dans le silicone, c'est pas tant les résidus c'est pas tant la matière première du silicone qui va être la silice à l'origine de l'origine, hein, mais c'est des processus de fabrication très complexes et variés, qui va, comme pour le plastique lambda, apporter des adjuvants, des colorants, des assouplissants, etc., qui sont souvent l'origine des problèmes et des substances problématiques. Voilà, c'est tous les process de fabrication en fait qui vont amener ces substances qu'on cherche à éviter. Donc attention dans le choix des moules en silicone. Si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de moules en silicone, parce qu'il y a beaucoup d'alternatives. Hein. Il y a quand même l'inox, il y a le fer, il y a le verre, le Pyrex notamment. Donc, bon, il arrive que ce soit très pratique. Je sais bien pour les madeleines et les cannelés, c'est un vrai problème. Mais en tout cas, vraiment privilégier un achat de bonne qualité, donc pas trop bon marché en général, et avec des recommandations écrites dessus. C'est-à-dire qu'il y a souvent une mention sur les emballages de moules en silicone qui est 100% platinum ou platinium, ça dépend si c'est écrit en latin, en anglais, voilà. Donc c'est 100% platinum en général. Ça, c'est une des, comment dire, un des repères à avoir. Il y a deux types apparemment de silicone sur le marché, le silicone peroxyde et le silicone platinum, donc 100% platinum, est à privilégier. Autre recommandation de vigilance, en fait, de précaution, même si vous achetez un moule a priori de bonne qualité, avec des bonnes recommandations sur l'emballage, etc., faites toujours une cuisson à blanc avant la première utilisation réelle. C'est-à-dire que vous mettrez votre moule tout neuf au four avec de l'eau et de l'huile pour que la première cuisson, au cas où il y aurait des migrations et puis des transferts de résidus de la fabrication du moule, que ça parte dans la première eau comme ça de cette cuisson. Vous ressortez le moule, vous le lavez au savon et après il sera plus safe, quoi, plus sûr à utiliser en ayant fait cette cuisson à blanc. Ok. Émilie, je te propose qu'on enchaîne. Ouais. J'ai encore des questions sur l'alimentation, mais je les reprendrai sur les On va avoir l'occasion de à la revenir. fin. Ouais, Si on a le temps. voilà. Je pense que on va avancer un petit peu. Donc, on en était aux mamans, futures mamans. Et voilà. Alors, petite parenthèse sur le fait que
les mamans, c'est elles qui donnent à manger souvent. C'est pas toujours vrai, ça change heureusement, mais c'est vrai que historiquement, culturellement, on a une forte tendance à la responsabilité de l'alimentation pour les femmes en fait, hein, de façon genrée. On voit une grande implication encore aujourd'hui de ce rôle nourricier chez les femmes et chez les mamans. Et bah, même nos amis de génération future se font un peu attraper, dans le sens où, il y a quand même une tendance à, responsabiliser de trop les femmes par rapport à ces problématiques, de santé environnement et de contamination, notamment au niveau de l'alimentation, mais aussi pendant la grossesse avec les expositions, intra-utérines dont on sait qu'elles sont problématiques dans les premiers mois de la grossesse notamment. Et là, voilà, bon, on a, par exemple, l'exemple du petit fœtus qui est complètement terrorisé par toutes les affreuses substances d'origine probablement pesticides, entre autres, qui lui arrivent droit dessus. Et évidemment, qu'est-ce qu'on lui fait dire à ce pauvre bébé? Mais qu'est-ce que maman a bien pu manger? Donc attention au mom bashing, hein, les Américains ont un mot pour ça. Donc attention, la culpabilité est très, très vite présente quand on parle d'alimentation et de parentalité. C'est très, très culpabilisant pour un parent en général et pour une maman en particulier, quand son enfant ne veut pas manger, par exemple, hein. Il y a une forte, forte charge émotionnelle autour de l'alimentation, qui peut parfois peser extrêmement lourd sur la confiance des femmes, hein, par rapport à ça. Donc oui, en effet, les très jeunes enfants et les fœtus en particulier sont particulièrement exposés et sont l'enjeu de beaucoup de questions et de précautions pour limiter cette exposition in utero. Donc, on cible beaucoup les pesticides, comme l'ont fait également France Nature Environnement avec l'autre campagne sur le fait que ça tue pas que les mauvaises herbes. En effet, c'est un des points de vigilance clés pour l'alimentation et les activités des femmes enceintes. On va le voir un peu plus loin. Juste un mot aussi sur la valorisation de l'allaitement maternel qui n'est pas toujours facile, hein, c'est évident, mais qui est vraiment aussi un engagement pour l'environnement parce que allaiter, c'est un véritable acte écologique en fait, hein. C'est vraiment une pratique qui permet de préserver des ressources naturelles, de ne pas produire de déchets, de ne pas produire de CO2, qui est gratuit, donc de façon très égalitaire du coup, c'est dans la mesure où il est bien accompagné. Donc voilà, c'est en tout cas un élément intéressant et surtout il permet de limiter l'usage de bouteilles ou de biberons en plastique. Donc on réussit à faire un tour de force en limitant tous ces éléments. Donc pour revenir sur l'histoire des pesticides que j'ai mis en avant tout de suite avec les campagnes de mise en garde du début, beaucoup d'acteurs de la santé à l'échelon international mettent en garde vraiment sur la prévention de cette période privilégiée de la grossesse. Avec des recommandations diverses et variées. Donc là, je vous ai mis l'infographie de la FIGO, donc la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens, qui a donc édicté 10 conseils pour limiter l'exposition aux substances toxiques pendant la grossesse. Donc, je vous ai mis le lien également, donc vous pourrez aller le voir de plus près parce que là, ça doit être écrit en très très petit. Mais on va retrouver quelques éléments qui sont à droite, donc en plus gros, avec le conseil vraiment d'éviter d'utiliser des contenants alimentaires ou des ustensiles alimentaires en plastique, hein. On est toujours en train d'essayer de limiter au maximum l'usage du plastique, de ne pas mettre ce plastique au four micro-ondes puisqu'il va être encore dégradé dans sa structure et donc potentiellement libérer des éléments de sa constitution. Plutôt privilégier également ce qu'on disait tout à l'heure, donc les poêles en inox ou en fonte plutôt que des poêles antiadhésives. Éviter les poissons prédateurs, donc les gros poissons de haute chaîne alimentaire qui vont, par bioaccumulation, se charger en résidus notamment de métaux lourds, mais aussi en microplastiques, hein, ça va avec. Favoriser des aliments frais
si possible bio, le plus souvent local et le plus souvent de saison. Ça, c'est l'idéal. Évidemment, c'est un long chemin, hein. On sait très bien que c'est pas toujours facile et pas dans tous les pays et pas dans tous les contextes de pouvoir, réunir, tous ces éléments-là pour son alimentation, mais en tout cas, c'est quelque chose vers lequel il faut tendre. Limiter, les cosmétiques, bon ça c'est un autre sujet, mais il y a plusieurs recommandations qui touchent vraiment l'alimentation. Donc pour, revenir encore sur le sujet, jardiner, traiter les animaux, tout ça, c'est des activités qui peuvent exposer à des pesticides. Attention, c'est vraiment hyper important dans les dernières études, sur l'imprégnation des femmes enceintes, sur ces substances-là. On retrouve énormément d'insecticides. Donc par exemple, la famille des pyrétrinoïdes qui a été vraiment bien épinglée par rapport à ce sujet-là. Donc on voit une baisse, par exemple, de la proportion de bisphénol A, puisque le BPA a été réglementé en France maintenant depuis quelques années. Donc on commence à voir les effets de la réglementation. En revanche, sur les biocides, hein, c'est-à-dire tous les pesticides qui sont utilisés à usage privé, et les insecticides en font partie, sont en grande progression. Et ça ne va pas aller mieux avec les dérèglements climatiques et l'augmentation de la chaleur, notamment en été, hein. Donc vraiment grosse vigilance par rapport à ça. Émilie, Oui. il est 19h22. Ouais. Donc, ça serait dommage de passer complètement à côté des notions un peu Ouais. nouvelles que tu apportes. D'accord. Voilà, donc du coup, j'insiste pas trop sur cet aspect. Voilà, je pense que là, il y a quand même prendre des questions s'il y a des il y a les questions. messages clés, hein, et puis éventuellement, voilà, une petite proposition sur les types d'alimentation à privilégier quand on est enceinte et qu'on allaite. Et oui, bon, alors donc, j'obtempère, j'avance sur la partie 3, donc qui est ce que je voulais vous partager sur l'alimentation durable, et donc une petite formule magique qui s'appelle 3VBLS, qui a été vraiment théorisée, formalisée de façon plus scientifique par un monsieur qui s'appelle Anthony Fardet, qui est ingénieur agronome et docteur en nutrition humaine, et qui a vraiment conceptualisé cette diète, en fait, ce régime alimentaire durable des 3VBLS. Je vais vous les expliquer rapidement, en espérant que ça vous parlera, parce que c'est une façon de conjuguer beaucoup d'éléments positifs. Bon, ça, c'était un petit aperçu sur les chiffres clés du programme national nutrition santé, qui met en lumière, en fait, des grosses lacunes au niveau de notre alimentation, notamment, bon, on va prendre pour un seul ou les deux premiers, donc les fibres et les oméga 3 qui sont en grande pénurie dans notre alimentation. Donc 83% et quasiment 90% pour les fibres. C'est énorme en termes de pénurie de ce nutriment dans la consommation. Donc 3VBLS, ça veut dire quoi? Ça veut dire une alimentation végétale, vraie, variée, si possible bio, locale et de saison. Bon, ça, c'est évidemment la cerise sur le gâteau. Mais cette façon d'aborder notre alimentation permet vraiment de concilier santé, environnement et plaisir, puisque vraiment évidemment, on va chercher le qualitatif, et donc ça veut dire plus de goût, plus de qualité nutritionnelle, plus de santé derrière. Donc plutôt un grand bénéfice général. Les recos clés, elles sont là, il y en a 6. Donc la limitation des aliments ultra transformés. Donc au-delà de 4-5 ingrédients dans une liste d'un produit industriel, hein, on a de grandes chances, plus de 3 chances sur 4, que l'aliment soit ultra transformé. L'ultra transformation, ça va être vraiment l'échelon final par rapport à un produit brut. Voilà, une banane, c'est un produit brut. Voilà. Une glace à la banane, c'est un produit ultra transformé. Voilà, pour faire court. Donc augmenter la part du végétal dans votre assiette, ça veut dire qu'on va voir à quelle proportion on reçoit ce conseil. La diversification au sein des aliments bruts, hein, au sein des aliments vrais, il faut varier effectivement. Manger bio, local, de saison, on l'a vu, si possible, privilégier la qualité à la quantité et privilégier les modes de cuisson doux. Donc ça, c'est tout un tas d'éléments qui va permettre vraiment d'optimiser au maximum notre alimentation sur l'aspect sanitaire et sur l'aspect plaisir également.
Pourquoi c'est si important de se préoccuper de cette problématique des aliments ultra transformés? Notamment, donc c'est Anthony Fardet qui le relate, parce qu'on s'est rendu compte que, des épidémiologistes brésiliens dans les années 2000 ont par exemple observé que finalement le lien entre alimentation et santé, il avait peut-être plus à voir avec le degré de transformation des aliments qu'avec leur composition nutritionnelle. Ça interroge, hein. Donc, on a plusieurs concepts assez, enfin plusieurs notions en tout cas, importantes là sur la slide, même si c'est un peu posé comme ça, de façon, pas très, très claire pour vous. J'ai marqué donc, j'ai noté réductionnisme versus holisme. Ça rejoint la phrase qui est en dessous avec cette notion de matrice de l'aliment et de cracking qui est un process, dans l'agroalimentaire de déconstruction, reconstruction des aliments. Pour finir avec cette, vision, que le tout est supérieur à la somme des parties. Alors je vais essayer de m'expliquer rapidement sur ces notions. Hem, la, mmh, le process de cracking, donc qui est beaucoup, beaucoup utilisé depuis relativement peu de temps, hein, c'est vraiment des pratiques qui datent des années 80. Donc ce qui correspond d'après Anthony Fardet, par exemple, à la 3e transition nutritionnelle. Donc les années 80, c'est vraiment le passage, des aliments industriels vers des produits ultra transformés. Pourquoi? Avec une optique de rentabilité économique, hein. Donc, l'idée, c'est d'arriver à fabriquer des produits qui coûtent le moins cher possible, et donc qui vont perdre énormément en termes de qualité nutritionnelle au passage, du fait de cette ultra transformation. Donc le cracking, c'est juste la façon d'extraire les différents éléments nutritionnels d'un aliment, pour les isoler, valoriser d'un côté, les enlever de l'autre ou les rajouter par ailleurs. Bon, la notion de matrice correspond à, la vision qu'on aurait d'un aliment brut, donc un fruit par exemple. Il est constitué de tous ces éléments nutritionnels, mais pas que. Et c'est là où on rejoint la notion de le tout est supérieur à la somme des parties. L'effet sur la santé d'un aliment, d'une matrice alimentaire n'a rien à voir avec la somme des différents éléments nutritionnels qui la composent. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on est vraiment sur cette notion que 1 + 1 n'est pas toujours égal à 2. Et là, l'agroalimentaire a beaucoup, beaucoup procédé comme s'il suffisait, d'extraire un élément, pour, être sûr qu'il va avoir le même effet que s'il était dans l'élément, dans sa matrice originelle. Encore un petit exemple, la vitamine C qu'on va consommer en comprimé n'aura pas du tout la même, biodisponibilité, donc la façon dont on va l'intégrer, l'assimiler, la métaboliser, sera pas du tout la même que si on a cette vitamine C au cœur de l'orange. Hein, quand on va manger un fruit, on mange aussi des fibres et des tas d'autres éléments qui sont en équilibre parfait là-dedans, dans cette matrice et qui va favoriser une biodisponibilité bien supérieure à une vitamine C qui sera extraite, traitée, heu, voilà, organisée différemment et réinjectée soit dans un comprimé, soit dans un produit, alimentaire, quelconque. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas l'idée est là. C'est vraiment une piste très intéressante parce que, voilà, il se trouve que, les maladies chroniques, la prévalence en tout cas, les prévalences de maladies chroniques ont explosé au moment de cette, 3e transition nutritionnelle des années 80, au moment de la mise sur le marché massive de tous ces aliments industriels ultra transformés. C'est concomitant. Alors bon, peut-être que le lien de causalité n'est pas encore complètement établi, mais en tout cas, c'est extrêmement, intéressant et surprenant. Il se trouve aussi que la baisse, parfois la baisse et en tout cas la stagnation, la courbe d'espérance de vie en bonne santé, elle aussi correspond, à cette période, des années 80. À partir de là que ça commence à soit stagner, soit carrément baisser pour certaines populations, notamment aux États-Unis. Donc ça pose quand même beaucoup de questions, sur ce lien entre notre alimentation, ce qu'on nous propose et les résultats et les effets sur notre santé, derrière. Voilà. J'ai fait très vite, j'espère que c'est pas complètement, abstrait, mais en tout cas, c'est un point de vigilance important et qui est à la base vraiment de la réflexion sur cette, alimentation 3 VBS et sur, la composition de ce régime. Ça va? J'ai encore quelques minutes pour finir?
quelques minutes pour conclure, histoire qu'on laisse un tout petit peu de temps aussi aux questions, Tout à fait. aux échanges. Donc, si tu peux conclure allez, en 2 minutes, c'est pas mal. Waouh, 2 minutes, je vais jamais y arriver. Donc 3 VBLS, j'explique quand même parce que sinon c'est pas intéressant. Donc 3V, il y a 3 V. Alors le premier V, c'est le V de végétal. L'idée, c'est d'avoir 80% de nos calories à base de produits végétaux. Donc dans les produits végétaux, vous voyez, il y a tout ce qu'il y a donc sur la partie de ce disque, de cette assiette, avec les fruits, les légumineuses, les légumes, etc., etc., les noix, etc. Tout ça, on est sur 80% de notre bol alimentaire. Et puis les 15% restants peuvent être consacrés à des calories d'origine animale. Là, on agit à la fois pour notre santé et pour notre environnement avec une réduction drastique des émissions de CO2. Quand même le signaler en passant parce que c'est pas négligeable. Ensuite, on a le V de vrai. Donc vrai, on va retrouver notre notion de produit brut, on va retrouver la notion de matrice. On est sur des produits entiers, pas découpés en petits morceaux, et qui sont donc plus rassasiants la plupart du temps et qu'il faut mâcher. En fait, tout ça, ce sont des processus qui vont favoriser un très bon métabolisme et une bonne utilisation des éléments nutritionnels de ce qu'on mange. Donc là, vous retrouverez toutes ces infos, sur les fiches, hein. Celles-ci, vous avez la primeur, hein, parce qu'elles ne sont pas encore sorties, hein. Elles sortiront, début janvier. Donc c'est les nouvelles fiches 3 VBLS de WCF. Ensuite, le dernier V, c'est le V de varier. Donc on va varier les aliments, mais au sein d'une famille d'aliments vrais. Évidemment, on ne va pas varier, on ne va pas s'obliger à varier, à diversifier son alimentation dans les produits ultra transformés, hein. Pas la peine de varier entre, le pot de Nutella et une autre marque, de produits, de ce type. C'est pas très ça sert à rien, hein. Ça ne changera rien au fait que ça pose des problèmes. Par contre, varier les plaisirs, varier les herbes, pensez à manger aussi avec vos yeux, avec votre nez, utilisez les herbes aromatiques pour améliorer le quotidien et faire et voilà, de nouvelles recettes de légumes beaucoup plus, goûteuses. Puisqu'on a un gros, gros problème de concurrence déloyale avec les produits ultra transformés qui sont en général gravement enrichis en exhausteurs de goût, plus sucrés, plus salés, plus gras effectivement parce que tous ces éléments-là vont favoriser l'appétence et vont être aussi des promoteurs, de surpoids, hein, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que ça donne plus envie d'en manger plus et donc bah, par défaut, on se retrouve avec une surconsommation. Voilà pour le 3e V. Ensuite, je voulais, avancer sur les BLS, donc bio, local et de saison, si possible évidemment. Tous ces éléments-là vont favoriser, une qualité nutritionnelle supérieure et une absence de résidus problématiques. En tout cas, un minimum, de problèmes en termes de migration possible, au niveau de la culture, par exemple, biologique. Heu, Très important également, toujours pour revenir sur l'histoire un aliment vrai qui se mastique, par exemple, la convivialité, c'est aussi un facteur très important pour notre alimentation. C'est-à-dire que le fait de manger, par exemple, devant un écran, ce qui nous arrive extrêmement souvent depuis quelques mois, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, favorise, en tout cas réduit le nombre de mastications. Donc ça, c'est pas très, très bon pour notre digestion, c'est pas très, très bon pour notre métabolisme et la façon dont on va, pouvoir profiter des nutriments qu'on ingère. Le fait de mâcher les aliments, ça donne aussi c'est ce qui permet d'arriver à la satiété. Donc cette sensation qu'on a assez mangé, c'est aussi parce qu'on mâche. Donc il faut un certain temps, pour pouvoir déclencher ce sentiment de satiété. Donc attention, on mange en général beaucoup plus devant un écran, donc on pense là aussi à tous les problèmes problématiques d'obésité chez les jeunes et chez les enfants en particulier. Les écrans ont des effets délétères à bien des égards. Voilà, le fait de manger autour d'une table, en fait, de partager le repas tel qu'on le fait en France, hein, ce qui n'est pas du tout, la majorité des cas, hein. On a beaucoup de pays, même en Europe, où on ne pratique pas l'alimentation de la même façon que les Français et ça, c'est notre exception, culturelle, hein, qui est impliquée là et qui est plutôt à favoriser et à garder. Le repas convivial, c'est un facteur quand même de bonne alimentation aussi. Voilà, ça me paraissait, important de le souligner. Petit focus sur l'alimentation 3 VBLS qui est complètement adaptée aux tout petits, hein. Dès le début de la diversification alimentaire, on peut tout à fait appliquer, cette règle des 80, végétaux et 15 animaux, sans aucun risque de carence. Voilà. Donc, vous aurez
aurez aussi sur les futures fiches que vous découvrirez peut-être en janvier, des petits liens, des éléments pour découvrir ou redécouvrir ou pouvoir conseiller ou accompagner la diversification alimentaire menée par l'enfant. DME qui est, quand même une approche extrêmement intéressante pour limiter justement la fabrication de bouillies, l'utilisation de beaucoup de matériel de puériculture qui peut des fois, ne pas être très utile dans le cadre d'un accompagnement de l'alimentation de cet ordre-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ben, comme vous le voyez là, c'était aussi un petit point de vigilance par rapport à, la notion de lait. Comme on parle beaucoup de voilà 80 de végétaux, on peut inclure là-dedans des laits végétaux, ce qu'on appelle des laits, mais qui sont en fait, pas du tout alors là, c'est une allégation, qui n'est pas, adaptée, qui est réglementée. Les seuls, laits à base, végétale qui sont acceptés, heu, sous la dénomination de lait, ce sont le lait d'amande et le lait de coco. Voilà, pour tout ce qui est avoine, riz, soja, on parlera de boisson et pas de lait, justement parce qu'il y a eu des accidents, avec des tout petits bébés de parents, végétaliens qui se sont fait attraper et qui n'ont pas du tout, donné, un lait suffisamment nutritif à leur bébé. Voilà, on a pu avoir de gros problèmes avec ça. Donc, grande vigilance par rapport à ça. Un lait infantile doit être, une préparation infantile, voilà, c'est la dénomination, officielle par rapport à ça. Voilà, c'était juste une précision qui me semble importante, Une précision importante et tu as 30 secondes pour conclure parce que je voudrais vraiment qu'on laisse un petit peu d'échange. eh bien, ma conclusion donc, elle revient à mon introduction, c'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il est urgent de conjuguer santé, environnement, plaisir, alimentation. Voilà, tout simplement. Ok. Merci Émilie, je suis désolée, Pas du tout, je t'ai regarde, mis c'est un bon, peu la... c'est parfait. Moi, c'est très bien, comme ça je sais à quel moment il faut accélérer et c'est parfait. Voilà. J'avais une question. Alors déjà, une remarque, proposition de l'existence de l'application Oui. SIGA. Sur plusieurs webinaires, on a parlé des applications qui permettaient de scanner des Mmh. cosmétiques, etc. Je te laisse dire 2 mots de Alors, SIGA. sincèrement, je ne vais pas, vous en dire plus que 2. C'est-à-dire que pour l'instant, moi, je ne l'ai pas encore vraiment, découvert et exploré, à la hauteur du sujet. Je sais que c'est une base de travail, intéressante parce qu'elle se réfère également à un autre programme, en fait, qui s'appelle Nova, donc qui est l'origine de, ce qui a servi de base à SIGA pour, déterminer, en fait, c'est une application qui sert à déterminer le degré de transformation d'un aliment. Donc ça peut être intéressant, hein, ça peut être aussi, voilà, critiqué, hein. C'est une approche comme une autre, mais qui a le mérite en tout cas d'avoir mis en lumière, cette problématique de l'ultra-transformation, dans notre alimentation. Voilà. Et c'est Anthony Fardet Alors qui c'est l'a pas vraiment lui qui développé. l'a développé, hein, c'est SIGA qui l'a développé. Lui, il est membre du comité, scientifique en fait de SIGA. Voilà. Ok. Une question concrètement sur les 80% d'aliments végétaux, ça peut être quoi comme repas dans une assiette? Qu'est-ce que ça Eh ben, représente? un équilibre, intéressant entre tout ce qu'on a vu donc, sur la petite assiette que je vais remettre à l'écran du coup. Ça va nous servir d'inspiration. Donc là, on voit, les différentes portions, hein. Donc on voit par exemple les oléagineux, bon, bah, sont pas évidemment, on va pas manger, 300 grammes d'oléagineux, hein. C'est très, très, très nutritif. Mais on va essayer de chercher un équilibre, là-dedans. En termes de quantité, de grammage, là, je pourrais pas vous aider, je suis pas suffisamment, calée, sur la question pour vous dire, bah, tant de grammes, de, fromage vont suffire et puis tant de grammes de poisson. Mais en tout cas, cette notion de 15 voilà, d'apport, d'origine animale par rapport au reste, ça vous donne quand même un ratio sur le fait qu'on peut aussi faire des repas végétariens. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'apports, animaux, ce qui fait que ça vous permet, de favoriser, ben, un repas avec une protéine, animale de très bonne qualité. Donc ça revient à cette idée de favoriser la qualité sur la quantité, c'est-à-dire que, on va sortir de l'habitude de manger à tous les repas des protéines animales pour, peu à peu, favoriser, plutôt 2 repas ou 3 par semaine avec une protéine, animale,
de type viande ou poisson, et le reste du temps, essayer de chercher cet équilibre à travers plutôt les légumineuses ou des produits à base voilà, de légumineuses, hein, comme peut être certains dérivés du soja, tofu, tempeh, enfin il y a plein de possibilités. Tout ça se fait progressivement, hein, il n'est pas question voilà, de stigmatiser quelque alimentation que ce soit, juste de tendre vers une diminution des apports en protéines animales à la faveur des protéines végétales. Voilà. Est-ce qu'il faut manger quand... Alors, je ne sais pas si tu as réponse à ces questions, parce que c'est plus, du coup, vraiment des questions diététiques, mais est-ce qu'il faut manger quand on a faim ou à heure régulière? Sacrée question, effectivement. Moi, je ne suis pas diététicienne et en fait, concrètement, j'ai juste une vision plus santé environnement, et aussi j'ai ma vision de maman, puisque j'ai trois grands enfants que j'ai allaités longtemps, dont l'alimentation a été diversifiée de façon extrêmement progressive par eux-mêmes, en fait. Donc la diversification menée par l'enfant, moi je l'ai expérimentée, mais il y a 28 ans, hein, donc j'ai un tout petit peu de recul par rapport à ça. Personnellement, moi, je pense que pour peu qu'on arrive à remettre son corps dans un fonctionnement à peu près normal, à peu près correct, je pense qu'on peut aussi se faire confiance. Après, il y a des fringales qui viennent aussi parce qu'on est carencé en certaines choses. Donc, si on est dans une période où on consomme énormément de produits ultra transformés, on n'a pas le temps de s'arrêter, pas le temps de cuisiner, pas le temps de faire appel à ces produits bruts qu'on a besoin de mâcher, etc. Il se peut qu'on ait des espèces de fringales un peu irrépressibles, mais qui en fait traduisent souvent une pénurie, par exemple, de protéines. Hein. Donc, c'est important de ne pas oublier ça, surtout quand on va vers des régimes végétariens ou flexitariens, de ne pas oublier que quand même on a besoin une certaine quantité de protéines, et que donc des fois des carences dans certains nutriments peuvent occasionner des grosses fringales, voilà, pas forcément très positives, parce qu'on va les combler autrement qu'avec un œuf ou une poignée d'amandes, et on va aller sur des produits plus faciles, voilà. Ok. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Une question. Est-ce que le soja est un aliment à déconseiller aux enfants et aux femmes enceintes et allaitantes, sachant que il y a le soja, alors je ne sais plus quoi exactement dans le soja, mais il y a des éléments de propriété perturbateurs endocriniennes. Ouais, c'est un vaste sujet qui fait vraiment beaucoup, je pense, qui fait beaucoup couler d'encre. On n'a pas, je crois qu'il y a encore des études et des polémiques sur le sujet. En effet, le soja fait partie des aliments qui contiennent des phytoœstrogènes, hein. Donc, voilà, donc une action potentiellement hormonale peut être observée. Cependant, il y a encore une fois une grosse différence entre des phytoœstrogènes extraits, donc qui ont été craqués, qui sont des compléments alimentaires ou des traitements hormonaux, etc., et un phytoœstrogène qui est dans sa matrice, donc qui est dans une légumineuse qui est le soja, dans un pois, quoi. Donc, c'est assez délicat. C'est vrai qu'il y a visiblement, de conseils en tout cas, de limiter la consommation de soja pendant la grossesse ou pour les petits enfants. C'est vrai que on a des réactions allergiques d'ailleurs qui sont assez similaires aux réactions au lait de vache avec le lait de soja. Enfin, ça, j'ai pu l'expérimenter sur un de mes enfants, donc je peux en témoigner. Donc, vigilance par rapport à ça. Après, voilà, il y a aussi beaucoup de contradictions par rapport à ça, et le fait que ce serait peut-être pas si dramatique, et que selon la quantité, le contexte de la consommation de soja, ce soit pas aussi dramatiquement impactant en termes de perturbations endocriniennes. Il y avait une remarque justement de Madame Bonvalot qui disait l'idée, et c'est aussi le varier, diversifier, varier, c'est-à-dire que Tout à fait, ouais. effectivement, si on mange du soja à tous les repas, on Exact. s'expose à un risque si on en mange une fois de temps en temps. Ouais.
On est vraiment sur cette notion voilà, de varier, diversifier au sein de familles d'aliments vraiment vertueuses, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le soja dans la vie, hein. Il y a plein d'autres choses intéressantes avec lesquelles on peut faire voilà, des galettes, des grillés, hein, on peut utiliser des panisses, hein, de pois chiches pour faire l'équivalent de ce qu'on ferait avec du tofu. Il n'y a pas de problème, on peut trouver des alternatives. Il faut juste être curieux, se laisser le temps de découvrir des choses. Il y a énormément d'ouvrages de cuisine, de recettes, toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Donc, faut prendre ce temps-là, faut être doux avec soi-même et puis se dire que des fois, on peut aussi faire appel à la fameuse, en tout cas, la relativement intéressante vision des 80-20, donc qui consisterait à se dire bon, 80% du temps, je fais attention, j'ai une alimentation saine, j'essaie de privilégier le végétal, les légumes, etc. Et 20% du temps, j'ai le droit d'aller sur le paquet de biscuits, les aliments ultra transformés qui me font plaisir. Et puis voilà, donc de ne pas se censurer non plus trop en termes de plaisir et puis de transition, parce que c'est pas toujours facile non plus quand on sort de certains modes de vie et de consommation, de changer du jour au lendemain, c'est difficile. Eh ben, je propose que sur ces éléments d'idées recettes aussi, puis de perspectives d'y aller doucement, on conclut ce webinaire. Je te remercie vraiment, Émilie. Vous avez reçu dans le fil de discussion un lien Internet pour évaluer le webinaire. Vous recevrez une relance de la part de Zoom. Donc, vraiment, on vous remercie de prendre le temps d'y répondre. Ça nous permet de savoir si ces webinaires répondent à vos attentes. Sachant que, on a pu échanger avec certains d'entre vous qui ont participé. L'idée, c'est de proposer une nouvelle série pour 2021, sans doute 3 ou 4. Les thématiques ne sont pas complètement arrêtées, mais il y a notamment peut-être approfondir la question des eaux en bouteille ou du robinet, la question de produits chimiques et impact sur la fertilité, sur l'aménagement de la chambre de bébé. Enfin, ça va être ça stabilisé, mais on va vous proposer ce même format. Sur les horaires, on verra, on va peut-être adapter. 18h30, c'était bien pour certains, moins bien pour d'autres. On va peut-être couper la poire en deux pour 2021. Donc voilà, si vous pouvez prendre ce temps-là. Et encore merci à Émilie. Merci Gaëlle hein, pour l'organisation et tout et tout. Et puis, on vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, un peu particulières, mais malgré tout, bienvenue. Et puis, un bon repos pour cette fin d'année.